Salut les gars, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui, live très spécial parce qu'on va découvrir les spoils 1139 de One Piece. Donc voilà, il y aura des révélations de malades. On sait qui est l'homme au Casa. C'est bel et bien un des membres de l'équipage de Roger, j'en dis pas plus. On va voir tout ça en détail dans les prochaines secondes. Donc, comme d'habitude, juste avant les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team, surtout pour la team YouTube les gars. On est presque au 1K les gars, je suis trop content. Ça y est les gars, on va fêter ça là très bientôt. Donc voilà, j'espère que vous êtes tout simplement prêts pour cette vidéo, mais aussi prêts pour ce qui arrive cette année. Donc voilà, merci encore à tout le monde. Bienvenue dans la team pour les nouveaux. Et let's go pour continuer dans ce sens-là. Donc voilà. Et du coup, je vous invite tout simplement à rejoindre Twitter. C'est tout simplement pour avoir les spoils directement. C'est là-bas où je les publie en premier. C'est là-bas où, voilà, où ils sortent le plus rapidement possible. Ensuite, il y a le Discord. C'est là-bas où on se réunit. Si vous voulez faire du gaming, si vous voulez faire plein de choses, discuter ou autre, c'est là-bas. Et sinon, vous avez les souscriptions. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, ça en plus. Que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, voilà, ça permet de soutenir la chaîne de manière financière. Donc voilà, les gars, vous connaissez, faites-le que si vous avez envie, que si vous le voulez. Et puis voilà, je pense qu'on a fait une très belle intro et je pense être prêt, et vous aussi, à découvrir ces spoils magnifiques. Donc bienvenue dans les spoils 1139 de One Piece. Ok, bon, je pense que là, c'est bon. On a fait le tour. Le mieux, c'est qu'on balance directement les spoils. Alors, préparez-vous. Let's go. Donc, voilà. Là, on va pouvoir tout simplement analyser ce chapitre légendaire. Donc, voilà, j'ai trop hâte parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce chapitre. Et vous allez voir que les révélations sont vraiment à la hauteur des derniers chapitres parce que, voilà, Oda, on a très bien compris qu'il avait pas du tout l'intention de s'arrêter là en si bon chemin. Et hyper content qu'il ait tout simplement décidé de continuer sur sa lancée. Donc, voilà, légendaire. Donc, c'est parti pour la react au spoil. Donc, voilà, le titre, c'est le dévoreur de montagne, chapitre 1139. On commence directement avec la mini-aventure. Et la mini-aventure, c'est Uzu qui s'apprête à éliminer Page One et Ulti. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on pensait. Là, on pensait que son but, c'était plutôt d'essayer de créer un espèce de coup d'état, de reprendre peut-être certaines installations à Wano. Et au final, c'est pas du tout ça. On voit plutôt que son but, c'est plutôt d'aller éliminer Page One et Ulti. Donc voilà, les servants de Kaido. Et en même temps, c'était des Tobiropo au même titre que Uzu. Donc quelle raison il aurait d'éliminer Page One et Ulti? On comprend pas. Mais moi, la question est plutôt pourquoi Oda a décidé de faire revenir Uzu, mais surtout Page One et Ulti. Surtout que Page One et Ulti, c'est grand frère avec la petite sœur. Les deux, c'était des personnages plutôt attachants malgré le fait qu'ils soient ennemis. Donc je pense que plutôt le fait qu'ils soient tout simplement revenus dans le manga à ce stade, c'est peut-être parce que on aura potentiellement besoin d'eux à Wano et qu'ils vont peut-être rejoindre un petit peu le groupe de Wano en s'excusant, en essayant de se rattraper pour tout le mal qu'ils ont causé. N'oubliez pas qu'ils étaient Tobiropo, donc ils n'étaient pas réellement au cœur même de l'armée de Kaido. Ils étaient sous leurs ordres parce que voilà, souvent vous connaissez les empereurs, soit tu rejoins un empereur, soit tu dois battre un empereur, et force est de constater qu'ils avaient aucune chance de battre un empereur, donc forcément ils étaient obligés de les rejoindre. Donc quand tu prends ça en compte, tu te dis potentiellement qu'au final ils n'étaient pas si méchants que ça. Et on connaît dans One Piece les gars, on a l'habitude de voir des personnes méchantes rejoindre le bon côté de la force. Donc voilà, très content de voir un petit peu où Oda veut nous emmener avec ça, mais je suis sûr et certain que ça va pas être quelque chose de lambda et que ça va être plutôt quelque chose de réfléchi et de correct. Donc c'est parti. Chapitre court de 13 pages, donc voilà, on l'a dit, centré sur Luffy, Zoro, Nami et Road dans le château. Donc voilà, tout le chapitre va être centré sur le développement de cette histoire à cet endroit-là pendant ce temps-là, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils restent beaucoup trop longtemps au château et j'ai trop hâte qu'ils aillent voir Loki. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Loki, il est en danger, il va mourir, le pauvre, si vous allez pas le sauver. Et au final, ils prennent leur temps, ils vont même faire un petit combat de sympathie, vous allez voir après. Mais du coup, ça m'inquiète tout simplement pour Loki. Mais j'ai vu, il y a des personnes qui pensent que Loki va mourir, mais vous inquiétez pas, les gars. S'il y a bien une chose que Oda refuse de faire très très souvent, c'est tuer ses personnages. Et au niveau de Loki, là où je pense qu'il peut pas mourir, c'est que tout simplement, on n'a pas vu son fruit du démon, on n'a pas vu de quoi il était capable, on n'a rien vu de lui. Même son histoire, elle est très très sombre. On sait toujours pas s'il a réellement fait un coup d'état, tué son père, etc., etc. Donc il y a tellement d'interrogations que je doute très très fort qu'il puisse mourir
là maintenant. Donc ça, pour moi, c'est une des choses qu'il faut mentionner. Par contre, il y a des chances dans un monde alternatif qu'il puisse mourir dans le sens où, en fait, peut-être que Ajrudin, c'est le deuxième fils du roi Harald et qu'il est là pour reprendre sa place. Peut-être qu'il va hériter de son fruit du démon et qu'en fait, tout le personnage de Loki a été construit pour que Ajrudin récupère tout simplement tout ce que Loki avait et que Ajrudin devient le défenseur d'Elbaf, etc., etc. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc ça, c'est une possibilité, mais pour l'instant, j'y crois pas du tout, les gars, parce que trop peu d'informations sur ce sujet-là. Et même sans ça, je pense que Ajrudin et Loki, s'ils ont quelque chose à régler, il faut absolument qu'ils le règlent entre eux, face à face, et pas via transmission de fruits du démon, etc., etc. Et en plus, on connaît pas encore parfaitement la transmission des fruits du démon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit juste de mettre un fruit à côté de quelqu'un qui meurt avec un fruit du démon et que le fruit va se diriger vers ce fruit. Sauf que je pense pas que ça marche comme ça. Je pense que justement, c'était des fruits spéciaux. C'était les fameux smiles qui ont été tout simplement développés par César, par Vegapunk et tout. Et c'est potentiellement pour ça qu'il a rejoint le fruit du démon. Je pense pas que ça marche pour tous les fruits du démon. Sinon, cette mécanique, à force du temps, à force de plein de choses, aurait été découverte. Donc voilà. Je vous ai fait un petit récapitulatif sur tous les événements passés, mais on passe à la suite tout de suite. Un mystérieux homme apparaît, et cet homme, c'est Scooper Gaban. Donc voilà, sans transition directe, on va dans le sujet. Scooper Gaban, donc la révélation est là. Effectivement, c'était pas ma théorie que j'avais priorisée. C'était pas celle que je voulais le plus se voir réaliser, mais c'était quand même... mais c'était quand même une théorie que j'avais envisagée. Je vous en avais parlé, je vous avais même dit que sûrement l'homme en question qui était avec Ripley et père de Colon devait sûrement être potentiellement un membre de l'équipage de Roger et sûrement Scooper Gaban. Je vous ai même dit dans les précédentes vidéos que les chances que Scooper Gaban arrive sur cette île commencent de plus en plus à être grandes, étant donné que voilà, les probabilités allaient plus dans ce sens-là au fur et à mesure des informations qu'on avait de chapitre en chapitre. Donc voilà, là maintenant c'est acté, c'est révélé. Et en plus, on avait vu Shanks discuter avec Colon. Colon avait la même réaction que Luffy quand il était à Fushia. Donc on voyait vraiment que tout commençait à se ressembler, qu'il y avait vraiment une mécanique de réitération qui était en train de se mettre en place. Donc personnellement, je ne suis absolument pas choqué, absolument pas déçu, parce qu'en fait, la finalité veut que Oda, quand il va prendre tout ça en main, il va faire en sorte de nous faire comprendre pourquoi il a fait ce choix-là. Et le choix en question va nous ravir quand on aura toutes les infos plus tard dans le manga. Donc voilà, il a très bien fait de le faire. Je suis assez content, hâte de voir. Maintenant, la seule question qui me reste en tête, c'est si Gaban n'est pas l'homme à la brûlure, qui est l'homme à la brûlure? Donc voilà, on va réfléchir à tout ça. Est-ce que c'est Dragon? Encore une fois, ça j'y crois pas du tout. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. On continue. Alors du coup, sa case de présentation indique qu'il se nomme Yassan. Il est le père de Colon et le partenaire de Ripley. Son titre, point d'interrogation, est ministre de l'amour. Donc voilà, j'ai l'impression que tout simplement le parallèle qu'il y a entre l'équipage de Luffy et l'équipage de Roger commence à se faire de plus en plus. On a Gold Roger et de l'autre côté on a Luffy, le dieu soleil. On a Zoro, donc roi des enfers et le seigneur des ténèbres Rayleigh. Et on a maintenant Gaban qui est ministre de l'amour et Sanji qui est le tombeur de ces dames. Donc vous avez capté que voilà, les parallèles commencent à se faire de plus en plus. On a vraiment l'impression d'avoir tout simplement un équipage de Roger bis, même si c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Souvent quand on dit équipage bis, etc., c'est souvent péjoratif. Mais là, je trouve pas du tout, les gars. Je trouve au contraire que c'est plutôt cool de voir, voilà, tout simplement les nouvelles personnes qui vont accomplir ce que Roger n'a pas accompli, tout simplement. Donc, assez content. Tout ça, pour moi, est totalement logique et je suis assez satisfait des choix que Oda a fait. Surtout après 4 chapitres légendaires, on a quand même des révélations de fou. C'est vraiment parfait. On continue. Gaban ouvre la salle au trésor secret où se trouve la clé des chaînes de Loki. Les géants expliquent à Usopp et l'équipage que Scooper Gaban vit à Elbaf. Donc voilà, on a quand même des informations de ce qui se passe avec Usopp et les autres. Et du coup, c'est des informations qui vont en cohérence avec la ligne directive, tout simplement, de ce chapitre. Donc, on a bel et bien Scooper Gaban à Elbaf. Tout le monde l'a certifié. Et là, du coup, on va voir un petit peu ce qu'il va faire, étant donné que voilà, les prochaines révélations vont être légendaires. Donc c'est parti, les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Il est le bras gauche du roi des pirates, évidemment, étant donné que le bras droit c'était Rayleigh. On a les deux bras du roi des pirates encore en vie, et voilà, c'est une belle métaphore, et pas d'autre chose à ajouter par rapport à ça. Une légende au même niveau que Roger et Rayleigh. Donc voilà, une légende au même niveau que Roger et Rayleigh, les gars. Donc ça montre vraiment l'impact qu'il a pu avoir sur son ère et sur son temps. Donc là, ne confondez pas niveau, ne confondez pas légende avec le power
scaling, parce que là on parle bien de légende, on parle bien de ce qu'il représente, déjà de par le fait qu'il connaît les secrets du monde, qu'il a visité toutes les îles et tout, donc voilà, il y a le côté légende, et comme Rayleigh l'a dit lui-même, même s'il se serait battu contre Barbe Noire, il aurait sûrement perdu, donc Gaban, ça doit être exactement la même chose. Par contre, il y a une chose que j'ai envie de vous dire sur le power scaling, c'est que je pense sincèrement que Gaban doit être plus fort que Rayleigh, pour une simple raison. Je sais que là, il y a plein de gens, ils vont commencer à écrire dans les commentaires sur YouTube, partout, mais pour une raison simple, c'est que Rayleigh a arrêté de se battre, a arrêté de s'entraîner toutes ces années, et regardez Gaban, il est où? Il est pas à n'importe quel endroit, il est bel et bien à Elbaf, donc le pays le plus fort du monde. Quand on l'a découvert, on le voyait zoner face à des ours géants, on le voyait se promener normal dans les coins les plus sombres d'Elbaf, donc je pense que c'est quelqu'un qui a continué de aiguiser son pouvoir, ses talents, sans perdre réellement puissance, même s'il a quand même perdu en puissance comme tout le monde. Cependant, il pourrait être soit l'égal de Rayleigh, soit plus fort que Rayleigh. Et on parle pas du niveau prime, les gars, prenez tout ça avec des pincettes, mais oubliez pas que l'auteur a bel et bien mentionné que Rayleigh avait arrêté de se battre pendant plus de 30-40 ans, si je ne me trompe pas. De ses 40 ans jusqu'à ses 60... je crois qu'il a 78 maintenant. Et oui, les gars. Il a arrêté de se battre, il a arrêté de s'entraîner. Malgré le fait que le haki est toujours présent. Je vous ai déjà expliqué comment marchait le haki des rois, les gars. On ne peut pas entraîner le haki des rois. Le haki des rois, c'est le haki de la volonté. C'est quelque chose qui vient et qui est tout simplement dans la personne. Si tu perds ta volonté de t'entraîner, si tu perds ta volonté de te battre, malheureusement, ton haki des rois va en pâtir lui aussi. Donc ça, c'est pour la dernière phrase, donc voilà, même niveau que Roger et Rayleigh. Donc Roger bien plus haut, Rayleigh au-dessus de Gaban évidemment à l'époque du Prime, mais je pense que là Gaban pourrait avoir un niveau équivalent ou un niveau potentiellement supérieur, étant donné que il est quand même à un endroit qui a tout pour faire en sorte qu'il soit plus fort, tout simplement. Et je pense que si l'introduction de Rayleigh a été avant Gaban, peut-être que ça justifierait le fait que le niveau n'est pas totalement le même. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire, et je trouve ça très intéressant étant donné que Oda a décidé de faire rentrer Gaban en dernier, sûrement parce que c'était un homme très très intelligent, je crois que c'était peut-être le plus intelligent de son époque, et qu'il avait des révélations suffisamment grandes. Et pour faire en sorte que le power scaling corresponde, il a sûrement fait en sorte que voilà, Rayleigh arrête de s'entraîner pour qu'il soit moins fort, et Gaban continue pour qu'il soit plus fort. C'est comme Sanji et Zoro qui sont d'un niveau presque équivalent, même si pour moi il y a quand même un level de différence, tu vois. Oublions pas que Sanji a battu Queen et Queen a réussi à endormir Big Mom. Donc quand tu prends tout ça en compte, malgré le fait que les circonstances de combat, tu te dis quand même que voilà, battre Queen c'est pas rien du tout. Et quand tu vois tout ça, potentiellement que Gaban pourrait avoir un level légendaire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que c'est assez compréhensible et que c'est cohérent dans le fond. On termine avec la dernière phrase, donc fin du chapitre. Gaban lance un défi à Luffy. Si tu veux la clé, il va falloir te battre. Et du coup, pause la semaine prochaine. Donc voilà, Gaban met au défi Luffy de se battre. Donc voilà, c'est intéressant. S'il le met au défi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime se battre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien évaluer le niveau de son adversaire. Donc là, tous les spoils vont carrément dans la direction de ce que je vous ai expliqué juste avant. Et en plus de ça, quand on voit les primes de Zoro et Sanji, et ben Oda fait exprès de faire en sorte que des fois c'est Sanji qui prend le devant et des fois c'est Zoro qui est au-dessus, pour justement faire en sorte que l'un soit entre guillemets considéré comme plus fort. Donc voilà, c'est qu'il y a une vraie rivalité derrière, et oubliez pas que quelqu'un qui est moins fort peut quand même battre la personne si les circonstances de combat le permettent. Donc gardez tout ça bien en tête, parce que Gaban pourrait bel et bien être d'un niveau surpuissant, bien plus puissant qu'on le pense, et plus puissant que Rayleigh aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas pour la première partie, on passe à l'analyse juste après. Ok, donc analyse du chapitre 1139, donc voilà, le dévoreur de montagne. On a beaucoup d'informations déjà dans la mini-aventure. On voit que Ozu, Page-One et Ulti semblent plus être dans le même camp, et semblent, en tout cas du côté de Ozu, vouloir éliminer les deux anciens membres des Tobiropo. Donc voilà, là il faut se questionner sur la raison pour laquelle il aurait de faire ça. Il faut aussi se questionner sur les motivations que Ozu pourrait avoir. Et là, clairement, pour moi, je pense que Page-One et Ulti, étant donné qu'ils ont tout perdu, c'est le bon moment pour une reconversion. Et potentiellement faire de Wano leur terre actuelle, entre guillemets, ou potentiellement rejoindre l'équipage de Yamato. Imaginez, elle rejoint l'équipage de Yamato, et Yamato, comme Oden, forme un petit groupe comme
comme ça, histoire de tout simplement quitter l'île. Peut-être que c'est des personnes qui vont avoir les mêmes objectifs et vont être guidées vers le même endroit pour après se séparer et Yamato rejoindre potentiellement l'équipage des Mugiwara ou potentiellement la flotte, hein. Ça c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout impossible. Et Uruzu, pour moi, étant donné qu'il vole des armes, étant donné la manière dont il a été présenté avec les geishas, machin chose, je pense sincèrement que lui, par contre, ça va être l'ennemi de cette mini-aventure. Donc voilà. Je ferme la parenthèse sur la petite mini-aventure, mais c'est quelque chose qui est pour moi totalement logique. Donc voilà, chapitre centré exclusivement sur Luffy, Zoro, Nami et Road dans le château. Donc voilà, on va vraiment avoir un point de vue global sur la situation qui se passe dans le château. Donc c'est-à-dire on n'a pas plus de nouvelles par rapport à Loki, pas plus de nouvelles par rapport au reste de l'équipage, étant donné que Franky était en train de découvrir la fresque, pas de nouvelles par rapport à ça, pas de nouvelles par rapport à Robin qui était en train de lire le Allez. Bon, elle a dû tout lire, ce sera les seuls mots en tout cas que nous on aura. Donc voilà, pas plus d'informations sur ça, mais on se concentre plutôt sur Luffy, et Oda a l'habitude d'utiliser cette narration pour justement découper ces tomes, ces chapitres, pour éviter de avoir à tout le temps suivre le mouvement sans avoir tout simplement des informations qui viennent d'autre part. On continue. Donc là, la plus grosse info du chapitre, évidemment, c'est l'apparition de Scooper Gaban. Donc voilà, la révélation faite, c'est bel et bien pas Shiki, c'est bel et bien Scooper Gaban, c'est pas un autre membre de l'équipage de Roger. Donc voilà, c'était la plus simple à trouver. C'est pour ça que j'avais un petit peu de mal avec cette théorie, parce que je pensais sincèrement que Oda aurait choisi quelque chose de plus surprenant, mais bon, des fois, il faut aussi être simple et pas essayer de toujours manigancer des trucs pour tout simplement essayer de tromper les gens. Et là, Scooper Gaban, c'est quand même quelqu'un qu'on attend depuis très longtemps et qui va avoir un intérêt crucial pour les Mugiwara, parce que voilà, il le fallait. Je pense que la plupart des gens pensaient à ça. Je vous avais déjà émis la théorie sur le fait que Usopp et Luffy avaient 2 t-shirts. Je crois que c'était dans une page du chapitre d'Egghead, mais je me rappelle plus trop quand, peut-être à la fin de Wano, ou peut-être à la fin de Egghead, et il y avait marqué Scooper. Donc voilà, il y avait beaucoup de foreshadowing qui allait dans le sens de la découverte de Scooper, mais évidemment, c'était pas quelque chose de sûr, avéré, mais aujourd'hui, on peut tout simplement avérer les choses, étant donné qu'on a l'information concrète pour l'instant. Donc voilà, c'était pas ma théorie favorite, mais je me félicite quand même de vous avoir quand même aiguillé sur ce chemin-là, même si c'était pas ma potentialité que j'avais mis en priorité. Je vous avais quand même dit que potentiellement Gaban aurait pu avoir une relation avec Ripley et un enfant qui s'appelle Colon, tout ça je vous l'avais déjà dit, donc voilà. Mais évidemment, c'est des choses sur lesquelles on peut pas être sûr, on peut pas toujours avoir raison, même si en vrai, je vous avais quand même émis l'hypothèse. Ok, donc voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est le père de Colon, et en plus de ça, c'est le ministre de l'amour, donc voilà, le parallèle entre Sanji et Gaban est encore en train de se faire, ce qui est totalement logique, et du coup, en fait, on est en train de se rendre compte que tous les membres de l'équipage de Roger ont un parallèle avec l'équipage de Luffy, ce qui est totalement logique étant donné la réincarnation, etc., etc. Mais c'est pas forcément la réincarnation de chaque personnage, étant donné que les 2 personnages vivent en même temps. C'est-à-dire que c'est pas la même réincarnation. Par contre, ils ont hérité de la même volonté, entre guillemets. En tout cas, Luffy a fait en sorte de choisir son équipage par rapport à sa volonté et ce qu'il voulait dans son équipage. Et ses volontés ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celles de Roger. Donc voilà, c'est assez facile à comprendre et pour moi, c'est totalement logique. Donc voilà, Scooper Gaban, c'est le bras gauche de Roger, ce qui est totalement logique étant donné que Rayleigh est le bras droit. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit détail assez sympathique de la part de Oda pour vraiment mentionner le fait que Gaban et Rayleigh sont tous les deux des personnes auxquelles il tient et qui sont pour lui, je pense, considérés comme égaux, même s'il y a quand même une différence comme dans tous les équipages pirates. Ensuite, on a une légende au même niveau que Roger et Rayleigh. Ça, c'est assez intéressant parce que je vous ai parlé du power scaling et on va finir cette petite analyse sur ça. Étant donné que Gaban lance un défi à Luffy, ça veut dire qu'il veut évaluer son level de puissance. Ça veut dire aussi que c'est un combattant dans l'âme. C'est quelqu'un qui aime combattre. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va stopper pendant une quarantaine d'années de combattre. En tout cas, c'est mon avis pour l'instant. Et ce fait-là montre aussi que Gaban, potentiellement, pourrait avoir un niveau supérieur à Rayleigh, étant donné que Rayleigh, lui, a tout simplement arrêté l'entraînement, a arrêté la piraterie, a arrêté tous les combats. Même s'il continue de se combattre, même s'il continue de se déplacer à l'adage d'île en île comme un cinglé, il a arrêté de maintenir son niveau réel et il a perdu en force. Lui-même le dit quand il est contre Kizaru, donc ça c'est des choses qui sont avérées d'ailleurs. Même l'auteur l'a dit dans le manga. Par contre, Gaban, lui, on a l'impression que c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui veut absolument pas potentiellement perdre en puissance, surtout parce que lui, c'est vraiment quelqu'un de très très fort. De par le fait qu'il veut tester Luffy, il veut carrément tester
tester l'empereur. C'est-à-dire que malgré le titre qu'il a, il veut quand même le tester pour voir s'il est vraiment puissant. Et ça me choque parce que je me dis, mais wesh, soit il est présomptueux, soit il est vraiment très très fort. Et je pense sincèrement que déjà au niveau des 3 acquis, il doit avoir le niveau de maîtrise maximum, en tout cas le maximum qu'on connaît. Et son HDO doit être vraiment le plus puissant de ses acquis en tout cas. Donc voilà, au niveau de son level, je le mettrais juste au-dessus de Rayleigh, mais pas au niveau d'un empereur, parce que sinon ça voudrait dire vraiment qu'il était trop puissant à l'époque. Et en fait, ça décalerait tous les niveaux, que ce soit pour Rayleigh, pour tout le monde, et je pense que ça serait pas trop cohérent. Mais pour moi, clairement, il est très très puissant. Et je pense qu'il peut battre Luffy dans un combat de par son intelligence, sa connaissance, son expérience. Par contre, je pense pas qu'il peut le battre réellement à 1v1 avec un Luffy réellement préparé. Comme j'ai déjà dit, je pense que pour moi, Luffy, il pourrait se faire avoir par rapport à son endurance. Et Gaban pourrait le remarquer et faire en sorte de le faire progresser par rapport à ça. Et justement, je pense que Gaban, lui, va utiliser son endurance et son HDO pour tout éviter. Luffy va se fatiguer et Gaban, lui, va mettre que des coups hyper puissants de Ryu et tout en s'économisant, ce qui ferait de lui un combattant hors pair, mais pas forcément suffisamment puissant pour battre un empereur. Donc voilà, je pense que c'est ça la nuance que Oda veut apporter dans les prochains scans, les prochains combats, et j'ai trop hâte parce que voilà, le combat, je pense, va être légendaire. On va voir quelqu'un qui maîtrise totalement tous les acquis se battre, et voilà, on a encore jamais vu de personne telle quelle à part Kaido, vraiment, genre qui se bat à 100%. Même les Gorosei et tout, tu vois, c'était tendu parce qu'on les voyait très peu se battre. Tu vois, il y a 2 Gorosei, on n'a même pas la forme hybride, et pareil, on a pour moi trop peu d'informations. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur toutes les informations de ces spoils. Donc voilà, chapitre aussi de transition dans le sens où on calme un petit peu les ardeurs par rapport aux révélations qui se sont faites dans le précédent chapitre, et on attaque tout simplement l'arc d'Elbaf plus profondément avec un développement des personnages, un développement aussi des Mugiwara de par leur futur entraînement. En tout cas, c'est comme ça qu'on a l'impression qu'on le voit d'après les informations données dans les spoils. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que vous avez kiffé. Pour la team YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, follow, commenter parce que ça aide énormément le développement de la chaîne. Vous avez aussi les souscriptions si vous voulez participer de manière financière. D'ailleurs, merci énormément à tous ceux qui l'ont fait. Là, il y a DVM qui a pris 4 mois. Merci encore à toi, mon ref. Et sinon, vous avez le Twitter pour avoir les infos première fraîcheur, les infos en direct. Et le Discord, c'est si vous voulez discuter, si vous voulez faire du gaming, si vous voulez faire toute autre chose, vous allez sur Discord, on a tout, vous voulez parler, émettre vos théories, il y a tout là-bas, les gars. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece.